Marie, tout de même, parce qu'on a un petit quart d'heure de retard, bon, mais on prendra le temps qu'il faut sans dépasser donc l'horaire prévu pour écouter les présentations. Donc voilà ce que je vous propose avec le professeur Barry. D'ailleurs, je voudrais, avant de poursuivre, lui demander de se présenter aussi. Avec plaisir, bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Denis Parish, je suis la personne responsable du secteur santé, nutrition et population à la Banque mondiale de Washington pour cette région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et évidemment, je suis ça me fait un grand plaisir d'être ici, de proposer ces sessions avec vous. Écoutez, merci pour quelqu'un qui habite à Washington, vous parlez très bien français, et moi j'aimerais bien parler aussi bien que vous l'anglais. Donc, nous allons donc vous proposer d'écouter les deux présentations, bien sûr dans l'ordre où elles sont dans le programme. Donc, d'abord M. Sarah, puis ensuite M. Negri. Après chaque présentation, on va ouvrir donc la possibilité à la salle de poser des questions. Vous allez vous limiter juste aux questions ou aux demandes d'éclaircissement. Hein? Comme ça, à la fin des deux interventions, on va avoir une pause et puis on revient pour le débat. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra donc poser les questions de fond, donc sur et l'échange donc en termes de débat avec les deux intervenants. Donc, oui. Alors, il ne faut pas oublier que, je l'ai oublié moi, mais M. Paris me l'a rappelé. Donc, il y a eu un petit problème technique et donc les deux couvertures des, je veux dire, ici ont été interverties. Donc, c'est ce document qui parle en fait des ciblages. Hein. Donc ça, c'est le document sur la maîtrise des dépenses, et le document en violet, donc, parle du ciblage. Donc c'est ce document que vous pouvez consulter, bon, pas pendant l'intervention de M. Harrak, mais je pense qu'il sera très utile donc, pour revenir vers un petit peu tous les éléments qu'il va nous présenter, donc par la suite. M. Harrak, C'était non. Ça marche. En tout cas, j'ai le plaisir ce matin de vous présenter un peu l'expérience marocaine en termes de ciblage. Je pense que le document que vous avez entre les mains résume un peu plutôt détail le système de ciblage marocain. Donc, peut-être en résumé, je vais essayer de vous présenter les grandes lignes de ce système de ciblage. Alors, le plan de présentation va être comme suit. Hein. On rappelle le cadre général réglementaire du RAMED, l'expérience pilote du RAMED au niveau de la ZILAP. C'est une expérience assez intéressante parce qu'elle nous a permis de tester à la fois le système de ciblage mais aussi le dispositif organisationnel pour la faisabilité de ce ciblage, le système de ciblage dans sa version actuelle et les perspectives d'amélioration du système. Alors, la place du RAMED, aujourd'hui, on peut dire que le RAMED c'est devenu une marque, parce qu'aujourd'hui, dès que vous entendez parler du RAMED, tout de suite les gens savent ce que c'est. Et pourquoi comment on est arrivé à ça, c'est parce qu'il y a une forte application de Sa Majesté le Roi. Et il était là au démarrage, mais il était aussi là au lancement de la généralisation le 13 mars 2012. Cette consécration est venue aussi au niveau lors de la nouvelle constitution, parce que l'article 31 de la constitution consacre le droit à la santé aux citoyens. Le RAMED, il est important parce que ça concerne quand même 8,5 millions de population marocaine, presque 3 millions de foyers, c'est quand même important. Alors, le RAMED, c'est une composante de la couverture médicale de base, au même titre que l'AMO. Ce qui
ce qui manque au niveau de ce slide, c'est peut-être l'AMI, l'assurance maladie pour les indépendants et l'assurance maladie pour les étudiants. Le RAMED, c'est un système qui est fortement réglementé. On voit le nombre de décrets, d'arrêtés. On voit bien que c'est un système fortement réglementé. Et pourquoi il est fortement réglementé? Parce qu'on voulait assurer le droit aux citoyens, avoir aussi de la transparence dans tout le système de ciblage. Et donc, beaucoup d'arrêtés, beaucoup de décrets qui permettent de décrire le processus de ciblage, d'arrêter les conditions et les critères d'éligibilité. Alors, le RAMED, il a été instauré pour un objectif stratégique qui est la prise en charge des frais de soins dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé, pour les personnes économiquement démunies. Et ça, quand on dit dans les hôpitaux publics, on sait très bien que ce n'est pas simplement les hôpitaux publics, parce qu'aujourd'hui, grâce à des conventions qui existent entre le ministère de la Santé et le secteur privé, les ramidistes peuvent se soigner dans les hôpitaux privés également. Un objectif opérationnel parce que jusqu'à l'arrivée du RAMED, il y avait, pour se faire soigner, les démunis, ils avaient recours au certificat d'indigence. Et on sait très bien comment les choses se passaient avant, puisque le certificat d'indigence, c'était beaucoup plus l'auxiliaire d'autorité qui donnait ça sur la base d'aucun critère. Et donc, c'était quelque part, en fait, une façon, si on veut, c'était quelque part une façon de sélectionner les démunis, mais d'une manière beaucoup plus arbitraire que rationnelle. Et ce qui fait qu'on avait beaucoup plus de certificats d'indigents qu'il en faut, et ce qui ne permettait pas forcément de rationaliser les dépenses de la santé. Bien sûr, le RAMED est venu pour améliorer les recettes des hôpitaux. Bon, ce n'est pas encore le cas parce qu'on sait très bien aujourd'hui que l'argent du ramidiste ne suit pas le ramidiste, et donc il y a un effort à faire de ce côté-là. Alors, la population cible, vous le savez très bien, la population cible, c'est les personnes économiquement démunies et n'ont assujetties à aucun régime de l'AME. Ça, c'est une condition essentielle. Alors, la population cible aussi, c'est les ayants droit aussi, c'est la famille, le conjoint, enfants en charge et enfants handicapés de plus de 21 ans. Alors, il y a aussi une population qui est bénéficiaire de droits. Cette population, c'est les pensionnaires des établissements pénitentiaires, bienfaisance, orphelinat, etc., les personnes sans domicile fixe et les personnes d'un statut particulier jouissant d'une gratuité pour la prise en charge d'une ou plusieurs pathologies. Alors, les conditions d'éligibilité du RAMED ne bénéficient d'aucun régime de l'amour, ou plutôt être éligible à aucun système de couverture médicale, être reconnu sur la base des critères d'éligibilité prévus par le RAMED, ne disposant d'aucune ressource suffisante pour faire face aux dépenses inhérentes aux soins. Alors, l'historique du RAMED, le RAMED, bien sûr, quand on regarde la préparation, ça a démarré en 2002, mais l'expérimentation a commencé au niveau de la région de Sète-la-Zilal. Pourquoi Sète-la-Zilal? Parce qu'elle était en fait la région la plus pauvre du Maroc. Donc on a attaqué vraiment le pilote dans une région qui était la plus pauvre du Maroc. Donc en novembre 2008, c'était le lancement au niveau de Sète-la-Zilal. Il y a une phase d'évaluation en 2009-2010 qui a permis quand même de tester tout le dispositif. Comme je l'ai dit, on va le voir un peu dans le détail plus tard. Le 13 mars 2010, c'était le lancement de la génération aux 15 autres régions du Royaume. Alors, l'objectif de l'expérience pilote, bien sûr, c'est expérimenter le dispositif du ciblage, parce que c'est quelque chose qui était nouveau au Maroc. Jamais on avait utilisé un système pareil pour vraiment cibler la personne et rationaliser l'aide sociale. Donc, il y avait dans ce dispositif ciblage, bien sûr, le formulaire. Le formulaire, c'est quelque chose d'important pour pouvoir évaluer le niveau de vie d'un foyer. Le traitement de dossier aussi. Les critères d'éligibilité, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard aussi, c'est des critères assez scientifiques, et donc il fallait se familiariser avec ce mode d'évaluation.
Alors, tester aussi la capacité de l'infrastructure sanitaire, parce que dans une région pauvre, généralement, l'offre de soins est la plus faible également, tout est relatif. Et donc, il fallait aussi tester la capacité des infrastructures sanitaires à recevoir et à bien accueillir les populations du milieu. Le coût de prise en charge des bénéficiaires du RAMED, ça c'est quelque chose qui est important aussi pour pouvoir estimer le budget pour le RAMED. Et éventuellement estimer les difficultés pour pouvoir les prendre en charge lors de la génération du RAMED. Alors l'expérience pilote, il a fallu quand même déployer des ressources importantes en termes de moyens humains, en termes de moyens matériels pour l'administration territoriale. Autant pour le certificat d'indigence, c'était l'auxiliaire d'autorité qui s'en occupait tout seul et c'était rapide. Quand il s'est agi de mettre en place un dispositif de ciblage un peu rationnel et objectif, bien sûr là les moyens sont devenus un peu plus importants. Il n'y a pas que l'auxiliaire d'autorité qui est dans le dispositif, il y a toute une organisation à mettre en place. Alors, les règles d'éligibilité, on s'est rendu compte que les règles d'éligibilité étaient difficilement lisibles et compréhensibles à la fois pour le citoyen et à la fois aussi par le fonctionnaire. Et donc, il a fallu faire un effort important d'explication, d'information du citoyen. Alors, il y avait un critère qui, en fait, au départ, il y avait 3 critères. Il y avait un critère d'éligibilité relative, c'est de 30% de pauvreté dans les communes où les gens résident. Et les 2 autres critères d'éligibilité liés aux revenus, aux conditions socio-économiques. Et très rapidement, on s'est rendu compte que le critère de 30% de pauvreté, c'était un critère d'exclusion, parce que très rapidement, on exclut toutes les personnes pauvres, très pauvres, qui habitent dans des grandes villes, et il y en a malheureusement beaucoup. Et donc, du coup, on s'est dit, ça, c'est un critère qui est vraiment rédhibitoire, mais voire exclusif d'une grande part de la population. Alors, et là, très rapidement, on s'est rendu compte déjà en 2008 que les critères d'éligibilité naturelle, ce sont des données, parce que en fait, les critères et les critères pour les conditions socio-économiques, on s'est rendu compte très rapidement qu'en 2008-2009, ils étaient obsolètes, il fallait quand même réactualiser. On s'est rendu compte aussi que la période de 2 ans de renouvellement était une période assez courte, et qu'il fallait revoir aussi cette période de renouvellement. Le délai de traitement était aussi lent. Normalement, en 3 mois, on devait donner une carte aux ramidistes. Malheureusement, ce délai, au niveau de l'expérience pilote, on s'est rendu compte que ce délai était quand même dépassé dans certains cas. Il fallait quand même, pour une meilleure compréhension des conditions d'éligibilité, des critères d'éligibilité, revoir un certain nombre de choses, notamment le guide et les formulaires d'éligibilité. Alors, pour la préparation de la génération, il était important quand même de revoir toutes ces insuffisances, à commencer par la simplification de la procédure et du formulaire. Et la simplification de la procédure, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, ce n'était pas simplement une réduction des étapes, mais c'était beaucoup plus dans le sens de la réduction du nombre de pièces qui sont demandées et quelques formalités administratives qui généraient quand même pas mal de dépenses pour le foyer qui est censé être démuni, etc. Donc il y avait donc ce qui a été décidé, c'est une exonération de tout ce qui est légalisation de signature, exonération de certificat de copie conforme, révision à la baisse du nombre de pièces constitutives de dossier de demande, et on s'est dit il faut juste une carte d'identité nationale pour pouvoir, bien sûr, le formulaire et plus quelques pièces vraiment nécessaires. Il n'y a que ça pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Chose importante, on s'est rendu compte que depuis le démarrage du RAMED, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont demandé leur carte d'identité. On s'est rendu compte que ces gens-là, puisqu'ils n'avaient aucun intérêt à aller vers l'administration, ils n'avaient non plus aucun intérêt à demander leur carte d'identité. Et grâce au RAMED, on avait eu quand même beaucoup de personnes qui ont demandé leur carte d'identité. Du coup, ils ont trouvé que le fait d'avoir une carte, ça servait à quelque chose. Donc, pour nous déjà, c'est un gain à ce niveau-là. Et nous, ça nous a permis d'identifier les gens. Et le citoyen a compris l'utilité de la carte, puisqu'on ne lui demandait plus aucun document qui, en fait, ne servait à rien à côté de la carte.
Donc ça, c'est déjà un gain du RAMED. Alors, on a essayé aussi de réduire le formulaire qui était sur 6 pages, on l'a ramené à 3 pages, vraiment aux choses les plus importantes pour faciliter le remplissage de ce formulaire par le citoyen. Alors, on a revu également le manuel de procédure, le manuel d'organisation qui a servi par la suite au traitement des demandes de CERAM. Les critères d'éligibilité, en dehors du critère de la pauvreté, le taux de pauvreté dépassant 30% pour certaines communes qui étaient enlevés, on a ramené ces 3 conditions à 2 conditions, ou à 2 critères. Les autres critères, on ne les a pas revus parce qu'il y avait, avant de revoir ces critères, il fallait quand même lancer une étude actuariale. Et l'étude actuariale généralement prend 7 ans. Et pour faire une bonne étude actuariale, il faudrait qu'on ait suffisamment de données et d'historique par rapport à un système pour pouvoir décider du changement de tel ou tel critère. Donc en fait, ce point-là a été reporté. Alors, par contre, la durée la période de prolongement de l'éligibilité était ramenée à 3 ans au lieu de 2 ans. Alors, très rapidement, puisque vous le savez, je rappelle juste les critères d'éligibilité en milieu urbain. Donc, bien sûr, il faut que le ramidiste qui n'est pas éligible à une autre couverture médicale ait des revenus inférieurs à 5 650 pour pouvoir bénéficier des RAMED en tant que pauvre vulnérable. Bien sûr, c'est des revenus pondérés par personne. Il faut avoir un score condition socio-économique inférieur ou égal à 11. Alors, je rappelle juste ça, c'est pour calculer le score, et que le score, c'est pas celui qui définit le RAMED. Parce qu'on va voir plus tard qu'il y a toute une organisation qui est mise en place pour, sur la base de ce score, décider du oui ou non de l'éligibilité de la personne. En milieu rural, donc, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on parle, au lieu de revenus, on parle du patrimoine, qui doit être inférieur ou égal à 110 par personne composant le ménage. Avoir un score condition socio-économique inférieur ou égal à 6. Ne me demandez pas comment on a calculé ça, parce que moi j'étais là. Donc, en tout cas, quand on voit 5650, ça veut dire que c'est des choses assez précises. Moi j'aurais arrondi ça, mais bon. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui sont plus anciens que moi dans ce dossier, et ils ont peut-être les réponses à ça. Alors, dans le milieu urbain, le revenu pondéré, donc c'est critère 1 qui doit être le revenu pondéré inférieur à 3 767, vous voyez un peu la précision, et donc pour qu'on soit classé pauvre, et inférieur ou égal à 5 650 pour qu'on soit classé dans la catégorie vulnérable. Alors, comment on calcule ça? C'est en fait le revenu pondéré, c'est le revenu annuel de toute la famille qu'on multiplie par un coefficient qui est composé d'un certain nombre de paramètres de conditions socio-économiques, et on divise tout ça par le nombre de personnes qui est dans le ménage. Donc, si ce revenu est inférieur à 3 767 par an, bien sûr, c'est important que ce soit par an, la personne est classée pauvre. Bien sûr, elle est classée pauvre à condition que le critère 2 soit inférieur ou égal à 11, et le critère 2, c'est un score de condition socio-économique qui est calculé en fonction d'un certain nombre de coefficients qui sont obtenus en fonction du nombre de pièces dans la maison, si la personne dispose d'un revenu ou pas, s'il dispose d'électricité, etc. Il y a un certain nombre de choses qui permettent de calculer ces coefficients et calculer par la même occasion le score des conditions socio-économiques. En milieu rural, c'est à peu près le même principe. Donc le score patrimonial il est calculé en fonction du patrimoine de la personne, le terrain agricole, cheptel, volaille, etc., plus des revenus s'il en a. Et donc on ramène tout ça par personne dans le ménage. Et si ce seuil est inférieur à 28, donc la personne est pauvre,
Si elle est inférieure ou égale à 70, la personne est vulnérable, avec bien sûr que le critère 2, il faut qu'il soit satisfait. Et donc, le critère 2, c'est les conditions économiques. C'est à peu près la même chose que le milieu urbain, sauf avec des particularités pour le milieu rural. Alors, comment on traite aujourd'hui le dossier RAMED? Vous voyez que c'est un workflow qui permet quand même de traiter d'une manière un peu, on va dire, objective les dossiers. En fait, ce workflow, bon, si on veut, commence un peu par la sensibilisation du citoyen, l'information du citoyen sur ce que c'est le RAMED, etc., les conditions pour pouvoir bénéficier du RAMED. On va voir quels sont les moyens de sensibilisation de communication qu'on a utilisés lors de l'expérience pilote au niveau de celle-là et après la généralisation. Alors ça commence par une demande d'inscription, le dépôt d'une demande d'inscription au niveau d'une annexe administrative, CREIDA, etc. Et le nombre aujourd'hui de ces annexes, il est aux alentours de 1500 qui sont du guichet RAMED, sachant que le ministère de l'Intérieur dispose de presque 2000 points de contact avec les citoyens, 2000 commandements annexes administratives, CREIDA et FHM. Alors ça commence par le dépôt de dossier au niveau des annexes administratives. Donc on commence à faire la saisie aujourd'hui au niveau de ces annexes administratives, faire le contrôle, la validation. Il y a le système calcule le score pour les différents dossiers. Et sur la base de ce score, il y a une commission permanente locale qui normalement doit se réunir minimum 2 fois par mois pour pouvoir en fait statuer sur les dossiers qui lui sont remis. Il décide sur la base du score. On va voir un peu quel est le rôle de cette commission permanente locale, mais en fait c'est elle qui décide en fait sur l'éligibilité ou pas des dossiers. Alors les dossiers acceptés, là il y a une étape qui manque parce que les dossiers acceptés sont envoyés quand même à l'ANAM pour immatriculation et l'ANAM donne le feu vert aussi pour la fabrication de la carte. Donc la délivrance de la carte se fait par un prestataire de l'ANAM et envoyé au niveau des provinces et préfectures qui sont envoyées au niveau des annexes administratives et remise aux citoyens pour le cas des vulnérables et remise pour les cas des pauvres et remise aux citoyens pour les cas vulnérables après paiement du montant qui doit être payé pour chaque individu vulnérable. Alors les cas rejetés par la commission permanente locale, ils peuvent avoir recours à la commission permanente provinciale, donc qui elle aussi se réunit pour statuer sur les cas qui lui sont remis. Au cas où cette commission permanente provinciale rejette encore des dossiers, le citoyen peut toujours recourir au tribunal administratif. Il y a eu des cas, on a reçu, il y a des gens qui sont partis au tribunal administratif pour obtenir leurs droits. Il y a des cas aujourd'hui qui sont au niveau de tribunal. Et ça fait plaisir de voir que les gens connaissent bien leurs droits et qu'à chaque fois qu'ils estiment qu'ils n'ont pas ce droit, ils utilisent tous les recours possibles. Et on a reçu une injonction parce qu'il y a quelqu'un qui nous a resté en justice parce qu'on n'a pas remis sa carte. Alors, la sensibilisation, c'est quelque chose d'important en matière de ciblage, parce qu'il faut d'abord que le citoyen soit informé. Si on atteint aujourd'hui le taux de presque 99% de la population cible, c'est-à-dire 1,4 million de bénéficiaires, c'est parce qu'il y a quand même une vraie campagne de communication et de sensibilisation pour que les gens sachent que le RAMED existe, qu'il vient déposer le dossier, etc. Donc l'expérience pilote, c'était une expérience en fait locale, on ne pouvait pas faire une communication nationale. Ça allait être la bagarre. Donc c'est pour ça, en matière de communication salariale, c'était le SMIC. Et à ce titre, il y a juste une information de la population au niveau local, etc., ce que c'est le RAMED. Il y a eu le travail de porte-à-porte de l'auxiliaire d'autorité pour informer les gens de ce que c'est le RAMED. Il y a quelques affiches au niveau des locaux administratifs, etc.
Bon, c'est écrit bouche à oreille, hein, après, le téléphone arabe marche très bien encore au Maroc. Et donc, ça permet quand même d'informer les gens sur ce que c'est le Ramed. Comme j'ai dit, c'était le minimum hein, pour pouvoir vraiment circonscrire la communication au niveau de cette base-là, pour que ça ne soit pas un peu partout et au risque de créer une pagaille. Alors par contre, lors de la généralisation, là on a mis un peu les moyens. Ce qui manque dans ce slide-là, c'est la communication télé, parce qu'il y a quand même une vraie communication télé pour informer les gens sur ce que c'est le Ramed. Bon, bien sûr, on a reconduit les dépliants, les affiches, les auxiliaires d'autorité, ça c'est un canal de communication infaillible, et donc on l'a reconduit. On a mis en place aussi quelques canaux de communication, on va dire, un peu modernes, notamment le site. On voit bien que le site, et on fait une veille sur le site, depuis le démarrage, il y a quand même une forte audience au niveau du site Ramed, beaucoup de gens, et de partout, pas simplement du Maroc. On est des fois surpris de voir, j'imagine que les organismes internationaux s'intéressent aussi au Ramed, et donc il y a des consultations et des connexions depuis l'étranger pour le site Ramed. C'est-à-dire que c'est quand même une fenêtre assez intéressante pour pouvoir diffuser de l'information. Donc j'invite les gens qui n'ont pas encore visité le Ramed, le site Ramed, à aller voir, il y a un peu tout. Tout ce que je suis en train de vous raconter est issu de ce site-là. Alors, le site aussi il est intéressant parce que ce que je n'ai pas dit dans l'expérience pilote, le formulaire était disponible dans les annexes administratives. Aller la chercher, il fallait le chercher, photocopier, etc. La première chose qu'on a mis au niveau de ce site, c'était le formulaire Ramed pour qu'il puisse être téléchargé. Ça, il est souvent utilisé, cette rubrique il est souvent utilisée. Bien sûr, au-delà du formulaire, parce que ce qu'on a mis sur le site, c'est aussi la saisie de l'information du formulaire pour pouvoir télécharger le formulaire rempli, etc. Ce qui permet par la suite de ne pas faire une saisie au niveau de l'index administratif, parce que c'est le citoyen, celui qui aide le citoyen à remplir le formulaire, il a déjà rempli les informations, ils sont déjà contrôlés, ce qui fait que la procédure est beaucoup plus rapide par la suite quand on veut traiter le dossier. Alors, il y a un grand effort quand même des associations, de la société civile, pour accompagner ces populations. D'abord pour informer la population ce que c'est le Ramed, comment être bénéficiaire du Ramed, etc. Et que par la suite, remplir ces formulaires, préparer le dossier de demande d'éligibilité. Et ça, c'est un travail remarquable qui a été fait par les associations de la société civile. Bien sûr aussi les caravanes médicales qui sont organisées par le ministère de la Santé. Dans le cadre de ces caravanes-là, il y avait aussi une vraie sensibilisation du citoyen. Alors, il y a quand même depuis la généralisation, au lancement de la généralisation en 2012, il y a eu des améliorations qui ont été apportées, on en a parlé hier, c'est en fait pouvoir traiter le dossier au niveau de lieu de dépôt de dossier. Ça évite que le dossier physique se déplace pour qu'il soit traité sur le plan informatique, etc. Et donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque l'interconnexion de ces entités-là a permis quand même de réduire le délai de traitement du dossier. Le contrôle et la fiabilisation des données déclarées par le postulant, ça c'est aussi quelque chose d'important. Hein. Quand on a à saisir quand même, il y a eu quand même 3,3 millions dossiers déposés. C'est pas rien. Donc ça veut dire qu'il y a derrière le back-office a été quand même souvent mobilisé pour pouvoir saisir, traiter ces données-là. Donc quand il y a beaucoup d'informations à saisir, bien sûr, le risque d'erreur est important. Et quand il y a des erreurs, c'est toujours un problème. Et souvent, c'est le citoyen qui est lésé, puisque son dossier n'est pas traité à temps, parce qu'il y a un rejet de sa carte, parce qu'on s'est trompé sur telle ou telle information. Et donc le fait qu'il y ait un rejet, donc c'est un délai supplémentaire. Et donc pour éviter tout ça, on a mis en place un système de fiabilisation de données identitaires. Donc ça c'est quelque chose d'important. Comme ça, une fois que le dossier est validé, ça veut dire que ces données identitaires sont validées. Quand on sait que les matriculations et toute l'information
au niveau de la carte est basé sur les données identitaires, c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir les informations sur l'identité qui est fiable et sûre. Donc ça, ce travail qui va être fait en comparaison avec la carte nationale biométrique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça va être opérationnel. Et ça va réduire même la phase de contrôle, puisque la phase de contrôle qui se passe juste après la saisie prenait beaucoup de temps pour les fonctionnaires pour pouvoir contrôler les données saisies. Alors quelque chose d'important aussi, c'est le contrôle a priori des demandes d'éligibilité. Ça normalement c'est la CPL qui devait faire ce travail, mais faute de moyens d'information disponibles, ça ne faisait pas à certains moments. Donc on a vu qu'il y a quelques-uns qui en ont profité pour pouvoir déposer leur demande au RAMED alors qu'ils étaient déjà dans d'autres assurances maladie. Et pourquoi ils préfèrent quand même le RAMED? Parce que le RAMED, c'est le seul système qui donne la gratuité des soins. Donc on ne paie absolument pas de tickets modérateurs. Et donc ça, pour les gens qui ont quand même des maladies assez coûteuses, ils préfèrent avoir une carte RAMED, comme ça ils ont la gratuité des soins. Mais en tout cas, ce problème a été réglé, parce qu'en attendant que la mise en place de systèmes de contrôle préalable, l'ANAM commence à faire ce contrôle-là depuis un certain temps. Et il en a filtré quand même pas mal de cas qui étaient doublement bénéficiaires. Donc en attendant, mais bien sûr quand on le fait a posteriori, une fois que la commission permanente a statué comme quoi il est éligible, c'est difficile après. Et dans la procédure, une fois que c'est statué, on affiche comme quoi il est éligible. Mais bon, maintenant, je pense qu'avec la mise en place contrôle préalable, les choses vont être beaucoup plus rapides. Alors, on prévoit aussi une amélioration de la communication avec le citoyen, parce qu'aujourd'hui, le citoyen, quand il est éligible, quand sa carte est prête, s'il ne se rend pas au niveau du guichet administratif, il ne sera pas au courant. Donc, ce qu'on prévoit de faire, c'est de pouvoir le notifier à chaque fois s'il est éligible, si la commission est décidée, donc il sera notifié sur son téléphone. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de téléphones qu'il y a de Marocains. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui ont plus d'un téléphone, mais on a une bonne pénétration du téléphone et du GSM dans les foyers marocains. Donc l'utilisation du SMS, c'est quelque chose d'important pour nous pour pouvoir communiquer avec le citoyen et le notifier à chaque fois qu'il y a un changement de statut au niveau de sa demande, qu'il soit d'ailleurs éligible, que sa demande est rejetée. Parce que comme ça, quand sa demande est rejetée, il peut faire un recours dans les délais. Ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, quand les gens veulent faire un recours, c'est qu'ils sont hors délai. Bien sûr, on ferme un peu les yeux sur le délai, parce qu'on sait très bien que cette population, c'est pas une population qui est au fait de ces aspects-là. Mais bon, c'est quand même important qu'ils fassent quand même le recours dans le délai. Et le fait d'avoir l'information rapidement, ça permet de respecter ce délai. Alors, ce qu'on est en train de mettre en place dans la nouvelle version aussi, c'est la prise en charge des réclamations. Aujourd'hui, on traite les réclamations. En fait, on reçoit quand même pas mal de réclamations. D'ailleurs, les réclamations qui arrivent directement à l'ANAM, les réclamations qui arrivent directement au ministère de l'Intérieur, on les traite. Il n'y a pas une réclamation qui n'est pas traitée. C'est vrai qu'il y a le papier, il y a les lettres, il y a la poste qui est là. Mais bon, on est en train de mettre en place un système de réclamation en ligne et on va pouvoir traiter ça beaucoup plus rapidement. Alors, ce qu'on prévoit de faire, moi j'étais un peu surpris par des gens qui m'appelaient pour me dire que la version RAMED, portail RAMED, n'est pas disponible sur un iPad et différentes tablettes. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas pensé au début, mais je me suis dit, les gens vulnérables vont pas avoir peut-être d'iPad, mais ce que j'ai pas compris, c'est que ils font appel, ces gens vulnérables font appel à des personnes qui ont des iPads, et donc on est en train de travailler sur des versions qui sont supportées sur des smartphones, sur des iPads et d'autres types de tablettes. Alors, la composition de la commission permanente locale, la composition est importante. Je disais tout à l'heure, au début, pour les certificats d'indigence, il n'y avait que l'auxiliaire d'autorité qui était cité, selon son humeur, selon d'autres critères. Maintenant, au plus du score, la commission permanente locale, il y a quand même pas mal de personnes. Il est présidé par l'agent d'autorité, avec un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère de la Santé, un représentant du ministère de la Culture, l'entraide nationale,
et conseil communal, un président de conseil communal. Bien sûr, toutes ces personnes-là ne sont pas nécessaires pour pouvoir organiser une commission permanente locale. Il y a un quorum, si je ne me trompe pas, de 3 personnes. 3 personnes, y compris le président. Donc, alors, ces gens-là sont, en fait, chacun va voir un peu le rôle de cette commission permanente locale. Et je pense avec l'utilisation de l'outil informatique, ces gens-là n'auront pas grand-chose à faire, puisque beaucoup de contrôles vont se faire automatiquement. Alors, les délibérations, bien sûr, comme je dis, il y a une vérification d'un certain nombre d'informations, la cohérence des informations. Alors, ils doivent statuer, c'est la personne. Demain, quand on fera le contrôle préalable, ça ne veut pas dire force. Et c'est la personne, elle est reconnue bénéficiaire d'un régime, c'est pas le système qui va le rejeter. Donc l'information est remise à la commission permanente locale, c'est elle qui décide en fait que la personne est éligible ou pas sur la base des données que soit le système va lui fournir, soit c'est le postulant qui fournit cette information. Alors, écarter les demandes, diligenter une enquête sociale, si vraiment il y a un doute sur la personne, etc. La commission permanente locale peut diligenter une enquête et décider donc soit éligible pauvre, soit éligible vulnérable, non éligible, demande d'une enquête complémentaire. Ça, à l'issue de chaque commission permanente locale, il y a ces 3 décisions à prendre. Il n'y en a pas une quatrième. Alors, on a essayé de voir à travers ce graphe l'alignement de la décision CPL par rapport au score système, pour voir est-ce que le score système sert à quelque chose ou pas. Alors, comme vous voyez, on a essayé ici, je vais commencer par la partie rurale qui est à côté. Ça, c'est les 100%, c'est les 100% du score système. Donc, sur les 100% des pauvres, reconnus pauvres par le système, il y a presque 95% qui sont reconfirmés par la CPL. Donc, les pauvres, ils sont vraiment pauvres pour la commission permanente locale et pour le système, là, il n'y a pas de... Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur 100% de ces pauvres, la commission permanente locale, elle en a reclassé 5% en vulnérables. Il en a rejeté quand même 0,64%. Ça veut dire que la commission permanente locale, c'est pas du formalisme pour faire du formalisme, mais là quand même, il prend des décisions qui reconfirment des choses, il en reclasse d'autres, il en rejette. Alors pour ce qui est du pauvre, les choses sont simples et claires. Alors quand on est au niveau du vulnérable, là les choses, les vulnérables, bon sur 100% de vulnérables, alors on a reconfirmé 74% et la CPL elle a reclassé 25% dans les pauvres et elle en a rejeté 1,37%. Le même raisonnement, vous voyez, vous avez dans le document qu'on vous a remis ces 2 tableaux et on va voir pourquoi, dans d'autres slides, pourquoi la commission reclasse, quelles sont les insuffisances du système qu'on a mis en place, ce système de scoring, parce que le système de scoring c'est un système scientifique, si votre score de socio-économique il est de 11, si vous êtes à 12, ben, le système du score va vous rejeter. Et donc du coup, il n'y a que l'être humain qui peut décider est-ce que 12 c'est à peu près égal à 11 ou ça n'a rien à voir. Donc du coup, reclasser un certain nombre de personnes dans la bonne case, soit pauvre, soit vulnérable, soit classée. Les rejets, moi je pense, je ne suis pas dans les CPL, mais les rejets, moi je pense que soit c'est des fausses déclarations, c'est des incohérences des informations qui sont demandées, et c'est ce qui explique un peu les rejets de certains cas. Alors, dans ces graphes-là, on a essayé de comprendre la typologie du rejet score. C'est-à-dire que on a pris les rejets score, les rejets qui sont, en fait, les cas qui sont rejetés par le score, pour essayer de les racheter par les commissions permanentes locales pour savoir pourquoi. Alors, on voit bien que quand on regarde les critères revenus, que le score des cas qui ont été rejetés par le score et rachetés par la commission, ils sont au niveau du seuil. Parce qu'une bonne partie,
la taille de la boule représente le nombre. Donc on voit bien qu'il y a une bonne partie qui s'agglutine autour du seuil, que ce soit pour le critère revenu, que ce soit pour le critère socio-économique, parce que toutes ces personnes-là, ils ont un score de 12. Ils ont été rejetés par le système, parce que le système, pour lui, c'est 11 et uniquement 11. 12, 13 et 14, c'est très très peu de cas qui sont rachetés, qui sont loin. Et donc ce qui fait que le travail de la commission, souvent, c'est aller chercher les gens qui sont au niveau du seuil. On le voit pour le cas des pauvres dans le milieu urbain. La même chose pour les cas des vulnérables dans le milieu urbain. À chaque fois, on voit une grande population qui est rachetée par la CPL, qui se trouve vraiment au niveau des seuils, que ce soit ceux pour le critère revenu, que ce soit le seuil pour le critère socio-économique. La même chose pour le rural. Le rural, il est encore plus net, puisqu'on voit que, par exemple, pour les conditions socio-économiques, on est parti racheter quelques cas qui sont vraiment à la limite du seuil, parce que ces gens-là, ils avaient un score de 7, et le système les a rejetés. La commission permanente locale a décidé quand même de les racheter. La même chose pour le vulnérable, on voit toujours l'agglutination de nombre de cas aux alentours des valeurs des seuils. Voilà. Alors, rapidement, la constitution de la commission permanente provinciale, c'est la commission de recours, et c'est réunie aussi pour pouvoir traiter un certain nombre de recours. Ce qu'on a constaté, c'est que quasiment toutes les demandes qui remontent au recours de cette commission, elles sont acceptées. Donc il suffit de faire un recours pour que vous ayez votre droit. En tout cas, sur le papier, cette commission permanente provinciale peut diliger également des enquêtes, statuer sur le recours, examiner, statuer sur les contestations. Alors, quelques avantages et quelques inconvénients, quelques insuffisances du système actuel. En fait, d'avoir ici en 3 ans quasiment d'atteindre la cible qui est de 8,5 millions de personnes, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc ça veut dire que le système de ciblage quand même est assez efficace. Il peut être peut-être avec quelques difficultés, quelques inconvénients, de réussir rapidement et d'atteindre une grande population. Les avantages, c'est que ce système-là, il est quand même assez déconcentré et que la décision se prend au niveau local, au niveau le plus proche du citoyen. Ce n'est pas une décision ni départementale ni centrale. Et ça, c'est pour l'efficacité et l'objectivité du système de ciblage. Il faut que ça soit fait par les personnes qui sont les plus proches. L'adoption d'un système de ciblage déclaratif, c'est quelque chose d'important. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'il faut, justement, ce qu'on a fait comme simplification, le fait qu'il n'y a pas de légalisation de signature, il n'y a pas de... On est parti dans la logique où l'être humain il est honnête, en tout cas 90%, et on va essayer de travailler avec des gens qui sont honnêtes à 90%. Les 10%, on trouvera d'autres moyens par la suite pour pouvoir les contrôler. Et donc ce système déclaratif nous apparaît quelque chose d'important pour réussir une opération de ciblage d'envergure. Il y a quand même un volet scientifique. On va dire le score quand même aide beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on peut toujours tricher sur les données, mais bon, comme j'ai dit, on mettra les moyens qu'il faut pour pouvoir contrôler, mais ça aide quand même les membres de la commission à statuer. Le fait qu'il y a cette commission, c'est quelque chose aussi d'important parce que le système à lui tout seul ne peut pas évaluer. Il faut qu'il y ait un être humain d'abord pour contrôler un certain nombre de données quand on n'a pas un contrôle automatique, mais aussi évaluer des cas, on va dire des cas très particuliers parce que ce que vous avez remarqué dans les critères, il n'y a pas, on ne tient pas compte de la nature de la pathologie ou si maladie grave ou pas. Peut-être l'être humain il est capable aussi d'évaluer ça et de dire, compte tenu des coûts de soins, même si la personne elle a des revenus assez importants, le fait que quasiment tous ses revenus partent
dans les soins, il faudrait peut-être l'aider à se faire soigner. Alors, l'existence d'une catégorie vulnérable, pour nous, c'est un atout dans le sens où c'est un sas, en fait, qui permet de créer une zone tampon entre les pauvres et entre l'éligible et non éligible. Donc ça, c'est quelque chose, même si c'est aujourd'hui assez mince, moi je pense que c'est quelque chose d'important de garder ce sas de sécurité pour ne pas avoir beaucoup de pauvres. On réduit en fait le nombre de pauvres à travers cette zone tampon. Alors, les insuffisances, ce qu'on a vu, le système déclaratif, c'est un atout, mais aussi un inconvénient. Bon, comme j'ai dit, il faudrait peut-être qu'on ait les moyens de contrôler ces données déclaratives, et on est en train d'aller vers ça. Les bénéficiaires de la catégorie vulnérable constituent une couche très mince. On pensait avoir beaucoup plus de vulnérables, finalement, quand on regarde qu'on a aujourd'hui que 16% de vulnérables, alors que le nombre par rapport à la population globale éligible, alors que ce nombre-là devait être beaucoup plus important. Les critères d'éligibilité, on en a parlé, c'est vrai que c'est des critères qui sont complètement obsolètes, qu'il va falloir revoir. Et on espère, sur la base de recensement de la population de 2014, pouvoir revisiter ces critères. Alors, ce qu'il faut dire aussi, que les distorsions qu'on peut voir sur le système de ciblage vient aussi du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas en fait une continuité de la couverture médicale. Et de fait qu'il n'y a pas de continuité de l'offre médicale, de la couverture médicale, beaucoup de gens qui pourraient avoir une couverture médicale, parce qu'ils ont les moyens de faire, le fait qu'il n'y en a pas, notamment par exemple l'assurance médicale pour les indépendants, le jour où on va avoir ça, on aura moins de distorsion au niveau du RAMED, parce que, faute d'avoir une couverture, les gens se rabattent sur le RAMED, même s'ils ont les moyens. Le fait d'avoir aussi une continuité dans l'offre de soins permettrait de réduire les distorsions qu'on peut observer au niveau du RAMED. Alors, les perspectives prévues, le contrôle a priori des données socio-économiques, des revenus de patrimoine, etc. Ça, on a commencé par le contrôle a priori de la couverture médicale, et on va aller, prochaine étape, pour aller vérifier auprès de la conservation foncière, est-ce que les personnes disposent de tel ou tel bien, etc. Et on va aller au-delà de ça. Bien sûr, dans le respect total des données personnelles des citoyens, mais on va aller vers ces contrôles-là. L'actualisation des critères d'éligibilité, j'en ai parlé. Prise en compte de soi, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai oublié de dire, quand on a lancé la généralisation, on a fait une tournée dans tout le royaume. On est parti voir au niveau des régions, on a organisé des rencontres avec, une année après la généralisation, on a organisé des rencontres avec les gens du terrain pour faire un bilan. Bien sûr, un bilan sur le dispositif d'éligibilité, un bilan aussi sur l'offre de soins. Et ce qui est remonté à chaque fois dans ces réunions, c'est qu'il faut absolument qu'on tienne compte des dépenses de soins de santé pour cette pathologie grave. C'est des gens qui sont gravement malades, ils ont des moyens, ils n'ont malheureusement pas de couverture médicale, et donc le système de ciblage ou les critères d'éligibilité ne tiennent pas compte de ça. Alors, il y a certains aussi qui disent qu'il faut qu'on se base sur des critères observables et non sur le revenu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de populations qui sont dans l'informel et qu'il est difficile de pouvoir les évaluer. Et comme j'ai dit, on est en train de réfléchir sur des moyens un peu intelligents pour pouvoir savoir est-ce que la personne gagne de l'argent ou pas. Il suffit de vérifier sa facture d'électricité. S'il consomme 1000 dirhams par mois d'électricité, il y a de fortes chances qu'il gagne beaucoup plus que 1500 dirhams. La même chose pour le téléphone. On a quelques idées, on va laisser ça pour plus tard, pour en discuter. Mais il y a des moyens aujourd'hui, tout en se basant sur ce qui est déclaré aujourd'hui au niveau du formulaire, de rendre en fait les choses beaucoup plus contrôlables que de déclarer sur des observables. Quand on dit des critères observables, ça veut dire que c'est des critères, c'est très subjectif. Chacun voit les choses comme lui il vit et relativise par rapport à lui, par rapport
à des populations par rapport. Alors, chose qui était aussi demandée, et ça on l'a prévu en tout cas dans le système, c'est d'avoir des critères d'éligibilité par région. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été demandé. Ça peut être aussi quelque chose de... Je l'ai presque terminé, hein, je suis en conclusion. Alors, ce qui est important de dire aujourd'hui, que bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques insuffisances dans ce système de ciblage du RAMED, mais en tout cas, on prévoit, son évolution est claire et nécessaire, parce que beaucoup de choses ont évolué entre-temps. Mais en tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce système de ciblage devient un système de ciblage, une référence dans le ciblage, et pas simplement pour le RAMED. Je rappelle juste pour que ce système sert déjà pour l'obtention pour l'octroi des bourses pour les étudiants. Les étudiants dont les familles sont habilités, automatiquement ils ont une bourse. Donc il n'y a pas cette commission qui se réunit pour ça. Et pour l'aide sociale aux veuves, ce qui a été décidé, c'est que les veuves, pour pouvoir bénéficier d'une aide sociale pour les enfants en bas âge, doivent être ramilistes. Donc c'est finalement ce qu'on a retenu, c'est le système de ciblage du RAMED pour pouvoir octroyer ces subventions aux veuves. Je pense avoir terminé. Merci beaucoup. J'espère qu'on n'aura pas de... Merci, Sir Hara. C'était extrêmement intéressant, très complet. Donc, Sir Hara nous a présenté donc un petit peu le RAMED. D'abord en tant que progrès, effectivement, puisqu'il fait partie d'un effort du Maroc pour instaurer une couverture universelle, donc la CMB. C'est en rapport aussi parce qu'il a parlé des problèmes qui pourraient être créés pour le RAMED, c'est-à-dire la perméabilité que pourrait avoir le régime si jamais des catégories importantes de la population restent en dehors de la couverture médicale de base. Donc le système actuel est très réglementé. Il a remplacé un système qui a prévalu au Maroc pendant des décennies, le fameux certificat d'indigence. Et donc la carte est un progrès. C'est un progrès, mais c'est aussi une démarche qui est nouvelle pour le Maroc et qui est en train, je crois, de capitaliser assez rapidement et d'évoluer, puisque on a, à côté de la présentation du système, de sa mise en œuvre, donc une réflexion aussi sur les limites qui sont posées aujourd'hui en termes de ciblage et les perspectives. Donc le ciblage nous a été présenté, je ne reviendrai pas dessus, il y a des critères aussi bien administratifs que, je vais dire, financiers, qu'un système de scoring. Bon, mais je tiens à rappeler tout de même que Sir Hara a parlé, et bien sûr, je pense qu'il exprime un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui, de la nécessité aussi de mettre en parallèle l'évolution de ce ciblage et la délivrance des cartes avec une offre réelle de soins pour la population, donc qui va être détentrice d'un droit. Donc voilà, et ensuite, bon, il y a, je ne reviendrai pas sur tout de même tout, mais je pense que c'est important de rappeler qu'il a parlé des commissions provinciales, donc qui sont un élément important, je pense, pour, j'allais dire, corriger le côté technique par une démarche humaine et participative. Bon, on reviendra peut-être sur ça. Et il a rappelé, et c'est pour moi, je pense, très important, donc parce que ça fait partie d'une démarche qui se questionne. On n'a pas fait le RAMED et on considère qu'on a tout fait. Non, le RAMED est une démarche très importante, mais c'est une démarche qui est en évolution et c'est très important. Et je pense que le débat d'aujourd'hui, la manifestation de ces 2 jours va contribuer un petit peu à enrichir justement cette réflexion et, c'est le plus important, à nous permettre d'adopter donc les corrections nécessaires pour le faire avancer. Monsieur Barish, je vais vous passer donc la main pour la suite. Premièrement, mes félicitations, vraiment c'était une présentation excellente.
c'est la première fois, je dois avouer que j'ai compris complètement comment on fait le RAMED fonctionne. J'avais lu des documents sur le RAMED, évidemment je ne vais pas ici dans le pays, et je pense que c'était très très informatif. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait questionner tout simplement pour voir, évidemment, parce que c'est un système qui est en évolution, qui doit évoluer d'une façon à minimiser ce que j'appellerais les faux positifs et les faux négatifs. Les faux positifs dans le sens on appelle quelqu'un pauvre alors que la personne ne l'est pas, ou bien on appelle quelqu'un qui n'est pas éligible alors que la personne doit être éligible. Et comment on peut améliorer ce scoring d'une façon à ce que éventuellement on arrive à vraiment cibler les gens qui sont à risque et à ne pas cibler les gens qui ne sont pas à risque en termes d'être éligibles ou non éligibles. Donc, évidemment, c'est un travail à faire. On a commencé en 2012, après l'épidémie de l'eau, et c'est normal que ça va prendre un peu de temps. J'ai un certain nombre de questions, mais ça peut faire partie du débat aussi qu'on aura plus tard. Mais pour le moment, si vous me permettez, on va continuer avec la présentation suivante avant de donner la parole à M. Armando de Negrifilo. Je vais tout simplement une stratégie où on va utiliser finalement le ciblage, mais pour garantir la participation des populations qui ont plus de difficultés d'arriver à l'exercice universel de cet accès aux soins. Ça veut dire, par exemple, des populations qui sont très éloignées, par exemple, où on a besoin alors de constituer des soutiens de transport. Ça veut dire le problème principal, ce n'est pas un problème des services de santé, parce que les services, ils existent. Mais le problème, ce sont les populations qui sont éloignées des petits groupes de population. On a par exemple dans la région amazonienne, c'est un problème. On a des groupes de gens, là, il y a 100 personnes, 50 personnes qui, pour arriver en service de santé, ils ont besoin parfois de voyager 1 ou 2 jours en bateau. Alors, on doit mettre l'argent pour des systèmes d'hélicoptères, des systèmes d'avions, des systèmes des subsides pour les transports fluvial, ou même dans les régions où les distances ne sont pas tellement importantes, mais où les coûts de transportation peuvent être une barrière, on a aussi organisé des systèmes où dès le moment que je donne aux patients l'indication d'une consultation spécialisée, par exemple, dans une autre ville, on fait l'émission aussi d'une carte pour l'autobus ou pour un système intégré sanitaire. Ça, ce sont des expériences qui ont commencé à développer au pays, justement pour répondre à des problèmes des barrières, qui on doit alors faire face à ces barrières par moyen des actions qui sont plutôt ciblées, mais ciblées dans le contexte de l'exercice universel. Vous comprenez, c'est une différence importante du point de vue de ce qu'on parle traditionnellement comme ciblage. Ça veut dire qu'on ne fait pas un ciblage d'exclusion, on fait un ciblage d'inclusion dans le contexte universalisé. Alors, tout ça est important de lier aussi avec l'idée de la participation communautaire. Ça veut dire, un des piliers du système national de santé, est-ce qu'on a un fort système, une architecture de participation sociale, et Fernando a fait référence aussi hier, parce qu'on a dans les municipalités, les États au niveau national, des conseils de santé. On a 5600 conseils municipaux de santé, des conseils d'État, les 27 États, et alors un conseil national qui ont le pouvoir de décision. Ça veut dire que le ministre de la Santé au Brésil ne peut pas faire l'approbation d'une loi sans passer d'une proposition de programme, etc., sans passer par le Conseil national de santé. Et dans toutes les structures des conseils, on a 50% des usagers du système, élus parmi les usagers et ces associations, et l'autre moitié, les 50% restants, sont divisés entre les gouvernements, les travailleurs santé et les prestataires de services, parce que notre système est composé par des services qui appartiennent à l'État et des services qui sont privés, surtout sans but lucratif, qui sont sous contrat avec les systèmes publics, des contrats publics avec les systèmes. Parce qu'évidemment, en 88, quand on a décidé d'être universel, on n'avait pas des conditions et d'après les structures de l'État, des services de l'État, pour faire face à tous les besoins des gens. Alors on a incorporé dans le système
surtout les hôpitaux de charité qui existaient avant, étaient les services qui servaient justement au peuple qui n'avait pas d'accès avant 88 au système formel de sécurité sociale. Et notre situation avant 88 était 20% de la population avec couverture du système traditionnel de sécurité sociale, ça veut dire les gens qui étaient formellement employés et ses dépendants, et les 80% restants étaient classés, comme je l'ai vu ici aussi, classés comme indigents aussi. Et alors, ils étaient pris en charge dans les hôpitaux de charité, dans quelques municipalités qui avaient des services publics d'éducation primaire, quelques hôpitaux publics fédéraux pour les pathologies, et d'intérêt et de santé publique, mais il y avait un grand problème d'accès et justement le système national de santé unique à faire face après 88. Alors, si on voit ces genres de discussions politiques qui pour nous est très important, parce que pour nous l'adoption d'une perspective universaliste dans la Constitution de 88 était évidemment un débat des politiques dans le sens de la construction du pays, de la nation. Parce qu'en 85, on avait justement fini 21 ans de gouvernement militaire, de gouvernement totalitaire. Et dans la reconstruction de notre nation, du point de vue démocratique, la question des droits universels à la sécurité sociale, dans ce contexte de la santé, est très important. Alors, on a résisté dans un contexte qui va devenir chaque fois plus fort, d'orientation globale vers une idée de sélectivité, d'éligibilité pour des politiques sociales, on va faire le chemin contraire. On va faire une affirmation de l'universalisme. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur de l'universalisme. Il y a un ciblage dans l'universalisme. Et je crois que c'est obligatoire. C'est dommage qu'il n'y ait pas une version française de ce texte ici, mais ce texte de Tandika Makandawa, qui est une économiste du Malawi, qui a vécu une bonne partie de sa vie en Suède et qui est actuellement un professeur titulaire de l'école d'économie de Londres, et spécialiste en économie africaine. Il a écrit cet article en 2005 où il fait une discussion historique au sujet de cette tension entre universalisme et focalisation, ou universalisme et ciblage. Et justement, cette histoire des conflits est intéressante de la voir parce qu'elle est dans le contexte de l'évolution du système capitaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas une question entre le capitalisme et le socialisme, c'est une question interne au capitalisme où il y a une tension qui Karl Polanyi, aussi un historien économique, il a fortement écrit sur ce sujet en disant qu'il y a comme un processus qui va dans l'extrême du libéralisme économique, ça veut dire des choses comme le néolibéralisme, vraiment, vers un autre extrême dans le domaine du capitalisme même, qui parle de protection sociale comme une partie dans l'ensemble d'une oscillation qui cherche l'équilibre. Moi, personnellement, je crois que tous les débats aujourd'hui sur les couvertures universelles en santé, les socles de protection sociale, sont inscrits dans ces mouvements-là, ces mouvements pendulaires, dans l'évolution du système capitaliste. Ça veut dire qu'il y a une tension permanente entre la libéralisation totale, et qu'on va penser que la santé c'est une question de marché de l'économie, du marché simplement, et une autre position dans ce tensionnement qui parle de protection sociale comme une condition essentielle pour le développement. Et justement là, il y a une chose qui est indiquée à Makandawa, parle avec beaucoup d'insistance, est-ce que comment est-ce qu'on comprend aujourd'hui toute une construction des politiques sociales autour de la pauvreté. Quand il avait jusqu'aux années 60 un débat autour du développement. Ça veut dire le développement comme le moteur pour éliminer les inégalités dans la société. Et après les 60-70, commence une construction d'une pensée globale qui nous parle de la pauvreté comme la grande catégorie. Ça, c'est une chose qu'on doit reprendre.
Parce que si on voit par exemple les discussions de la conférence de Bandung, non, et tous les mouvements autour du développement, non, un développement inclusif, un développement multidimensionnel, on peut observer qu'on a abandonné ça dans la période où la globalisation néolibérale s'installe dans le monde, et alors qu'il n'y a plus de discussion au sujet du développement, et on commence à voir toutes les pièces séparées. Ça veut dire on sépare les politiques sociales des politiques des développements économiques, des dimensions économiques, ou même des dimensions de la démocratie politique, non? Ça veut dire on fait une séparation entre démocratie politique et démocratie sociale, et ça résulte dans une perspective où la focalisation, ou le targeting, non? Devient naturel. Non? Et l'argument, c'est intéressant parce que Makandawai, comme économiste, il fait une belle discussion dans cet article au sujet des postes, des coûts effectivité, non? Vous savez, les postes effectivité. Parce que justement, il dit que l'universalisme est meilleur comme alternative de coût effectivité. Non? Il démontre ça dans l'article en analysant les expériences des ciblages en comparaison avec le système universel, etc. Je crois que c'est très intéressant de les lire parce que ce que je veux vous problématiser d'après l'expérience brésilienne, quelle est notre intention? Arriver à l'universalisme par moyen du ciblage, ou est-ce que nous sommes satisfaits dans une perspective de perfectionnement du ciblage? Parce qu'on ne va pas, d'après les syndicat, je suis d'accord avec lui, on n'arrive pas à l'universalisme par moyen du ciblage. Il y a un problème d'origine. Alors, oui, on peut utiliser le ciblage pour établir des étapes successives, mais il va être très clair au début que notre accord, notre intention, notre ambition, c'est dans le système universel. Et ça va définir les stratégies pour utiliser les ciblages. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il a un problème de mythe de création. Ça veut dire dans l'origine, on doit avoir ça très clair. Et alors, si on a comme perspective les droits humains et sociaux, ça veut dire les droits individuels et collectifs, vers l'universalisme, ça doit définir les structures même des processus, non, pour avancer. Parce que sinon, on va rester tout à fait dans une perspective circulaire dans le ciblage. Non? Et ça, c'est une chose très intéressante. Il y a un débat assez critique, non? J'avais déjà parlé de Karl Polanyi, mais aussi il a un professeur de l'université d'Aix en France qui parle aussi de cette question des pauvres et des vulnérables comme une sorte d'attaque de la démocratie contre les pauvres. Hein? Et dans ce sens-là, il y a une discussion très importante, et justement, est-ce qu'on doit utiliser la catégorie pauvre pour parler, en premier lieu, de la majorité du peuple de nos pays? Parce qu'on parle des pauvres. Qui sont les pauvres? Évidemment, je peux établir un niveau d'éligibilité en changeant les critères de pauvreté. Mais alors, si on demande les gens autour de ces besoins pour avoir une vie digne, probablement on va changer complètement ces critères. Hein? Je me rappelle, parce que c'est très illustratif, on a eu la crise de l'Asie il y a quelques années. Alors on a changé, non, les niveaux, les per capita, de $1 à $1,25, parce qu'on a augmenté les prix du riz en Asie, et alors qu'à $1 par jour, etc., on avait une croissance du nombre de pauvres qui était des centaines de millions. Et alors on avance à $1,25, et alors on réduit le nombre de pauvres. C'est artificiel. Non, c'est artificiel. Ça veut dire que ça, c'est le grand problème du ciblage. Parce que c'est toujours difficile de dire quels sont les critères, non? Comme vous avez dit, on est toujours en train de dire, bon, est-ce que ces critères sont vraiment corrects? Parce que, regarde, j'ai travaillé beaucoup en Colombie aussi, où il a une politique basée dans le ciblage, non? Pour les protections sociales. Et alors, je me rappelle des gens qui disaient, bon, je ne comprends pas, moi je vis ici, la porte à côté de mon voisin, hein, on a la même vie, on vit ici ensemble depuis l'enfance, non? Mais alors on dit que lui, il est pauvre, et moi je ne suis pas pauvre. Parce qu'il avait un problème, qu'il avait une télévision, je n'avais pas la télévision. Alors, bon, ce sont des critères que vous devrez considérer qui sont difficiles pour comprendre. Mais il y a un problème derrière ça.
Est-ce que les politiques sociales en sont justement les moyens de construire une identité citoyenne qui donne un sens à la nation? Je crois que c'est ça. Ça veut dire que les politiques universelles sont surtout un mouvement politique de créer une identité nationale, où les gens peuvent se voir comme des semblables. Des semblables. Je n'arrive même pas à dire des égaux, on va dire des semblables. Parce qu'alors, il y a une question d'avoir vraiment une perspective de cohésion sociale. Il n'y a pas un conflit permanent, il n'y a pas une discussion des intérêts collectifs. Et je crois que l'autre chose qui Tandis parle d'une manière très forte, est justement que dans ce déplacement du débat autour du développement vers un débat autour des politiques pour la pauvreté, de faire face à la pauvreté, etc., on commence à naturaliser la condition des pauvres comme si c'était une catégorie. Mais là, on a un problème, parce qu'il n'y a pas de syndicat des pauvres, on n'a pas de parti des pauvres. Alors, qui représente les pauvres? Eux-mêmes, ça veut dire qu'ils sont tout à fait fragmentés dans la lutte sociale. Et alors, ça devient difficile, parce que si je dois faire la revendication d'être pauvre pour avoir les bénéfices de la politique sociale, ça commence à casser aussi la relation avec les couches moyennes de la société. Parce qu'on a un système fragmenté, les gens qui peuvent payer vont avoir des assurances privées, vont avoir d'autres systèmes. Les gens qui peuvent payer, ils sont chaque fois plus réactifs à payer les impôts pour financer des politiques sociales qu'ils ne vont pas utiliser, parce que les politiques sociales deviennent la politique pour les pauvres. Écoute bien ça, pour les pauvres, pas pour l'ensemble de la nation. Et avec ça, on va en contre-courant à ce que Tandik aussi travaille très bien, et c'est l'idée que la social-démocratie, dans la perspective de l'expérience qu'on a eue dans la Scandinavie, l'Europe de l'Ouest, etc., elle a toujours lié deux éléments fondamentaux, ça veut dire les structures progressives des impôts, et ça on ne discute pas assez dans cette stratégie de ciblage, ça veut dire comment est-ce que la richesse est distribuée dans le pays, comment est-ce qu'on fait la redistribution de la richesse, parce que si on discute ça sérieusement, alors on peut rentrer dans le débat de combien d'argent on va mettre dans un système de ciblage pour arriver au universalisme. Parce qu'aujourd'hui, on a nos pays, nous sommes très affectés, le Brésil même, on a un système des impôts qui est très régressif. Et dans cette discussion, il y a une chose très importante, parce que les pauvres sont ceux qui payent le plus d'impôts en relation à ses revenus. En fait, il y a un subside des pauvres aux riches dans tout le pays. Et si on ne fait pas cette discussion, si on ne change pas le système des impôts, on va avoir un problème, parce qu'on ne va pas être capable de faire le système d'impôts travailler avec des systèmes universels de politique sociale où l'ensemble de ces deux dimensions, qui était la base de la social-démocratie dans cette expérience traditionnelle plus puissante, on ne va pas arriver à faire cette cercle virtueux pour la redistribution de la richesse de la société. Ça veut dire qu'on ne va pas affecter l'inégalité dans la société avec des systèmes qui sont excessivement ciblés et qui ne font pas cette discussion de comment est-ce qu'on fait la production et la redistribution de la richesse dans nos pays. Vous comprenez, parce que la raison des politiques sociales, finalement, c'est justement rentrer dans une perspective de l'économie politique où on va discuter la production et la distribution. Si on ne fait pas ça, on est dehors du débat politique et on reste dans un débat technique. Mais avec tous mes respects, je vois que c'est très bien fait tout ce qui est présenté. Je pense que c'est très important parce qu'il permet justement d'avancer. Mais si on voit bien la transformation du débat des politiques sociales dans des formules de ciblage, c'est la fin de la politique et c'est l'empire de la technocratie. Et alors, comment est-ce que je vais discuter, moi, une personne du peuple, les critères de la technocratie? Parce que ce n'est pas une discussion politique, c'est une discussion des techniciens. En c'est une discussion politique, je peux utiliser l'argumentation de mes besoins comme d'arguments politiques, d'après mes droits, pour faire le débat. Mais dans la technocratie, c'est plus difficile. C'est un espace beaucoup plus hermétique. Alors, si on va dans cette perspective, je crois que, je vais parler de ça, dans notre cas, je voudrais simplement renforcer pour finir, en disant que dans le cas de santé au Brésil, le ciblage, il a un effet important, mais dans l'universalisme.
Ça veut dire que tout le monde peut participer, mais il y a des gens qui ont plus de difficultés à participer, et ces gens-là ont besoin d'un effort de ciblage. Pour ça, on a développé un ensemble de mécanismes dans le système de santé. Par exemple, on a un système national de régulation. Cette régulation de l'assistance fait que si on a un cas, et moi je travaille dans un hôpital à São Paulo, non, où on fait la réception des patients, des petits, des bébés, ou même des bébés qui sont encore dans l'utérus, qui on a identifié comme des problèmes cardiologiques et qu'ils viennent pour notre hôpital pour faire des procédures de chirurgie fétale, de chirurgie néonatale, cardiologique complexes. Non? Ça est possible pourquoi? Parce que dans l'organisation d'un système universel, on a des mécanismes de régulation qui fait qu'on identifie les patients, on les transporte avec la famille et on les maintient dans un centre ailleurs, ce qu'on appelle les traitements hors de domicile, comme un mécanisme d'équité, un mécanisme de ciblage finalement pour les conditions qu'on ne peut pas faire l'absorption dans le système territorial immédiat. Hein? Et tout ça, je dois bien vous dire aussi, on fait tout ça avec beaucoup de problèmes et conflits, non? Parce que le conflit est permanent. Les problèmes sont beaucoup. Avec simplement 3,7% de PIB en santé. C'est réellement insuffisant. C'est pour ça qu'hier, Fernand nous disait, et vous avez bien dit, que notre principal problème aujourd'hui, c'est le sous-financement. Parce que justement, les débats politiques au sujet de l'économie politique du néolibéralisme affectent aussi notre réalité. Nous ne sommes pas dehors du monde. Non? Mais les politiques sociales qu'on a essayent justement de faire la résistance, les contrepoints à ça. Et aujourd'hui, c'est un patrimoine du peuple brésilien. Ça veut dire qu'on a bâti une autre identité. La identité, pas d'appartenir à un programme, Bolsa Famille, etc., mais l'identité de la citoyenneté dans une relation avec l'État où l'État a le devoir de faire la garantie des droits qui sont établis par la Constitution. Je crois que c'est peut-être le message le plus important de notre expérience. Hein? Alors, l'essence qu'il a finalement dans notre réalité, de cette ciblage interne au universalisme, ou le ciblage de l'assistance sociale, pensé comme une transition vers l'incorporation pleine des gens dans le marché du travail formel, etc. Je crois que cet ensemble est nécessaire d'être bien compris de l'expérience brésilienne. Non? Parce que sinon, parfois, on voit le Brésil, Bolsa Família, oui, parce que Bolsa Família, c'est une chose qui est acceptable globalement. On dit, oui, ils font la ciblage, et la politique sociale brésilienne et Bolsa Família. Non. Bolsa Família, c'est une partie de ça. Hein? Premièrement, parce qu'on arrive à 53 millions de personnes. Vous comprenez ça? On arrive à 53 millions de personnes avec des transférences conditionnées. Mais le plus important est que ces transférences conditionnées ont l'offre des services publics d'éducation et de santé qui font possible que les conditions soient vraiment accessibles. Hein? On dit non, on va faire la transférence, mais vous devrez aller au service de santé avec ses enfants, la femme qui est enceinte, etc., ne sais pas quoi. Oui, bien sûr. Et alors, on a les services. On a fait l'extension des services, les soins primaires, la présence communautaire, les liaisons avec les services spécialisés. La même chose pour les écoles et la même chose pour les structures de l'assistance sociale qui a créé, d'après le modèle de santé, un système national d'assistance sociale où il y a des services d'assistance sociale dans toutes les municipalités et qui sont les structures qui font les contrôles du ciblage dans les transférences d'assistance sociale. Il y a un comité, il y a toute une structure avec participation populaire et tout, et très liée aux autres dimensions des services publics qu'on a dans chaque municipalité, puisque nous sommes un système fédératif décentralisé pour ces domaines-là. Et alors, bon, c'est la manière qu'on a trouvée jusqu'au moment où marcher vers une idée de citoyenneté pleine et une définition claire de la fonction de l'État comme ce qui garante le développement. C'est ça que je voudrais partager avec vous. J'espère que ça peut être inspirant. Merci.
bis. Alors, si vous l'accepteriez, peut-être on peut ouvrir pour certaines questions de type clarification sur les deux présentations. Et après, on fait une pause café, on revient ici pour avoir un débat tous ensemble. Prêt déjà? Ok. Bon, alors, si vous avez des questions, on va faire ça après la pause. On vient de vous arriver que je une pause. Bon, ben, on aura plein de temps pour un débat vraiment compréhensible. عندك كل شيء عندك اكسبيرينس بريزي كل شيء Selhara ne va pas rejoindre, mais on va donc commencer le débat. Donc, mais avant le débat, je ne sais pas s'il y a des questions de clarification. Donc, non, tout était clair, je pense. C'est une question, oui? Non, une observation très importante. Oui. Mais avant de. Vous avez besoin d'un microphone. Parce Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer le microphone dans ce débat? Oui, monsieur. Vous pouvez lui passer. Je suis désolé. Merci. Merci. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je suis économiste de la santé et je travaille au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Donc, nous remercions les deux présentateurs de la pertinence des exposés. Je voulais juste pour aller vite poser une question. C'était peut-être une question de concept, parce que j'ai vu dans la présentation, première présentation, en fait, il y a deux concepts qui sont sortis, la vulnérabilité et la pauvreté. Et je n'ai pas très bien compris, parce que on peut être vulnérable et non pauvre, surtout sur le plan monétaire, parce que nous, au Sénégal, en général, quand on parle de pauvreté, dans la pauvreté même, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs catégories de pauvreté. Mais quand on parle de vulnérabilité, et j'ai vu des notions monétaires, ça m'a posé un peu problème. Parce que vulnérable, quand même, on peut être milliardaire et vulnérable. Merci. Merci. Il y a un certain nombre de critères qui ont été définis pour dire, bien sûr, les critères de revenus, essentiellement, pour pouvoir situer les gens dans soit dans la catégorie pauvre, soit dans la catégorie vulnérable. Et effectivement, la notion de vulnérabilité, c'est une notion très subjective et on était conscient quand on a mis en place cette catégorie, c'était beaucoup plus une zone tampon pour pouvoir en fait ne pas retenir un certain nombre de personnes pour ne pas tout de suite les classer dans la catégorie pauvre. Donc c'est beaucoup plus une notion, effectivement, c'est une notion qui peut être abstraite, mais qui se base quand même sur des critères un peu scientifiques pour dire que les vulnérables, s'ils sont par exemple pour le milieu urbain, ils ont des revenus entre 3 600 et quelques et 5 000, ils sont vulnérables. C'est une autre notion qui est scientifique, en même temps, comment dire, c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir. La différence entre quelqu'un qui est pauvre et vulnérable, il n'est pas visible, j'allais dire, à l'œil nu. Souvent, c'est quasiment la même population, et souvent on a des remarques en fait de contestation dans ce sens, parce que par le fait que le vulnérable il doit payer quelque chose, il n'a pas les mêmes droits que le pauvre, du coup la contestation est là. Et souvent, comme ça a été dit, comme c'est le cas du Brésil, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi le voisin qui vit dans les mêmes conditions, c'est pas du tout observable à l'œil nu, comme quoi l'autre est plus pauvre ou moins pauvre, et pourtant le système l'a classé ainsi. On est conscient de ça, on aurait aimé avoir une seule catégorie, mais bon, pour nous c'est important de garder cette catégorie pour pouvoir vraiment créer une zone tampon, un SAS, pour éviter que tout le monde soit catégorisé pauvre et bénéficier de plein de droits, de la gratuité, sur un ensemble de choses. Merci. D'autres questions avant le débat? Donc on va rapidement passer. Oui, je vous en prie, madame.
Je suis désolé, le micro est là-bas, je crois, c'est chez M. Diane. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, j'applaudis l'éminence de la présidence des interventions. Je suis Dr Assia Aklessi, je viens de Medina Khnedab, c'est à 300 km de Rabat, à l'envers le nord. Et un joli lieu proche de la Méditerranée. Donc, je voudrais poser une petite question d'éclaircissement pour M. Hammak concernant le formulaire, et ça en fonction de mon expérience personnelle dans le cadre de la participation du comité préfectoral. Donc, le formulaire, est-ce qu'on peut le modifier à juste temps avant que la commission locale statue? Je vous en parle pourquoi? Parce que je me rappelle d'un cas qui avait été scoré pauvre, mais que la commission locale avait refusé parce qu'il venait juste de changer le logement. Concernant ce projet gouvernemental, sociétal et avant tout royal, étant donné son début, est-ce que vous avez prévu, aussi bien au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau de la Santé, une interaction avec les bénéficiaires, parce qu'elle pourrait peut-être aider à l'alignement et aux ajustements nécessaires pour correspondre aux besoins de la population. Ma dernière question, c'est pour nos amis brésiliens, et j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je suis restée un peu sur ma faim parce que c'est vrai que dans toutes les présentations, on a parlé du recrutement et des cartes dans le cadre de la couverture. Mais je voudrais avoir un éclaircissement concernant les filières. Est-ce que les filières d'accès aux soins sont obligatoires ou la population a le libre choix d'accéder aux soins? Merci beaucoup. Comme ça on clarifie et après on rentre dans le débat. Donc oui, monsieur, excusez-moi. Merci. Donc je remercie les intervenants pour leur excellent exposé. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai une petite question à vous présenter. Je demande à tout le monde, comme ça on se connaîtra. On se connaîtra. D'accord. Donc je suis Saïd Hichan, je suis directeur du laboratoire international associé du CNRS. Donc, je suis économiste et en même temps je suis professeur d'économie à la nouvelle université polytechnique qui est marocaine, l'université marocaine, Hamidis Polytechnique. Donc j'ai une question précise à M. Hammak. D'abord, est-ce qu'on peut avoir cet exposé? Je ne sais pas si on peut l'avoir. Et ensuite, juste une question sur ces commissions, sur ces enquêtes sociales que vous faites. Elles sont faites par qui et concernent quel type de catégorie de population? Est-ce que c'est une demande rejetée par le système de scoring ou voilà. Après, j'ai d'autres. J'ai un peu un problème avec les chiffres. Selon les données du HCP, la population pauvre et vulnérable, elle est moins de 8 millions. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est sûr que c'est moins que 8 millions. Et le RAMED, il a touché déjà 8 millions, point 4. Point 4 parce que c'est 99%. Et ils sont répartis entre pauvres et vulnérables. Alors, s'il y a une explication par rapport à ça. Deuxième question, c'est par rapport aux erreurs d'exclusion. Est-ce qu'il y a une évaluation sur la partie exclusion? Inclusion, je pense que ça fait pas mal, parce que de toute façon, s'il y a quelqu'un qui est inclus et qui ne devrait pas être, ça fait pas beaucoup de mal que lorsqu'il y a des gens qui doivent bénéficier et ne bénéficient pas. Et surtout en milieu rural, là où les critères se basent sur un patrimoine
qui est presque le même pour tout le monde, c'est pas automatiquement un revenu palpable. Pour mes collègues brésiliens aussi, je remercie pour la pertinence de l'intervention. Et je pense que la question d'universalisme, c'est une question d'approche droit, mais je pense que les gouvernements qui n'arrivent pas à aller vers l'universalisme, c'est pas parce qu'ils ne sont pas démocrates, mais c'est une question de contraintes. Je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement brésilien, ou bien l'expérience brésilienne, a pu surmonter les contraintes de l'universalisme. On aimerait bien aller dans ce sens-là en tant que pays qui cherche à développer les droits humains. Mais quelles sont les contraintes et comment l'expérience brésilienne a pu les surmonter? Merci. Je voudrais tout simplement parler un peu de ciblage. Je pense que les ministères, plus particulièrement le ministère de l'Intérieur, a fait un effort extraordinaire pour au moins installer cette manière de sélectionner. Bon, le ciblage qui se base essentiellement sur les biens et les possessions. C'est généralement ça, les biens de confort et les possessions. Et on sait tellement bien que ces possessions, parfois, ils n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens, comme il l'avait dit sur il y a quelqu'un qui a un portable, on peut leur donner un score de 2,5 points ou bien il a une télévision. D'autant plus que le ciblage, un pauvre dans la région de Boarpa, ou un pauvre dans la région de Rabat, un pauvre dans la région de Rabat, il peut devenir un riche dans la province de Boarpa. D'autant plus si on veut approcher le revenu, généralement, dans les pays où les impôts ne sont pas vraiment exhaustifs, les gens n'aiment pas déclarer le revenu. Et il y a plusieurs tentatives de questionnaires et de procédures, etc., pour approcher le revenu, mais on n'arrive pas. Moi, s'il vient me poser la question de mon revenu, je ne peux pas le déclarer. Dans une culture où le revenu est quelque chose de sacré, etc. Donc, les biens et les possessions, ils changent. Ils changent et leurs appréciations et leurs valeurs pour pouvoir approcher, via les biens et les possessions, approcher le revenu. Donc, il y a une dynamique. Donc, c'est bien de changer les critères tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour harmoniser ça avec les mutations qui s'opèrent vraiment dans la société marocaine, parce qu'il y a beaucoup de mutations qui s'opèrent actuellement au niveau de la pauvreté, au niveau de la vulnérabilité, au niveau des besoins spécifiques, le vieillissement, etc. Donc, les approches qui sont les plus appropriées, c'est les approches par localité ou par région, en appliquant ce qu'on appelle l'ACP. L'ACP, c'est l'analyse par composante principale qui permet de donner les homogénéités à des niveaux bien déterminés selon les spécificités de chaque région. Deuxièmement, je pense que l'universalité, c'est le paradoxe des ciblages. Donc, si on parle d'universalité, ce n'est plus la peine de parler de ciblage. Il n'y a plus de ciblage. Merci. Donc, c'est ça pour le débat. Pas de problème. Donc, je m'appelle Werner Zorgs, Institut de médecine tropicale Anvers, Belgique. Un commentaire très bref sur la catégorisation dans le ciblage et votre question et la réponse. Les deux catégories ici de pauvres et vulnérables. Peu importe comment on appelle les questions, les catégories, mais défendre ça comme quelque chose de scientifique, ça m'étonne quand même, parce qu'il y a de plus en plus d'évidence scientifique que n'importe quels sont les noms, par exemple les noms que vous avez, pauvres et vulnérables, internationalement, je l'appellerais extrêmement pauvre et pauvre. Les deux sont un peu monétaires. Mais quand on fait des catégorisations, on va de plus en plus qu'il y a une catégorie qu'on appelle aujourd'hui the missing middle,
où la vulnérabilité est de plus importante et qui est au-delà de cette catégorie. Donc, en mettant ce nombre de vulnérables sur une catégorie, on ne voit plus la vulnérabilité des autres qui est, les gens de terrain le savent très bien, est présente. Docteur Koundoussi, je suis le directeur de l'hôpital mobile DHSA, ministère de la Santé. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos présentations très riches. J'ai une question à M. Halak concernant l'expérience que j'ai vécue en gérant un hôpital fixe, parce qu'au niveau de l'hôpital mobile, tout est gratuit, donc le problème ne se passe pas. Alors, concernant les cartes des ramidistes, je sais qu'une période, donc, avant de donner la carte, il y a un reçu qui est déposé de demande de la carte de ramène. Et ce reçu, il donne le droit à accéder aux soins urgents sur une période de 3 mois. Alors, les situations qu'on a vécues au niveau d'un hôpital fixe, c'est qu'on a reçu beaucoup de certificats administratifs qui sont délivrés par des gens des autorités, avec toutes les formules que vous pouvez imaginer, donc, tout en sachant que l'objectif étant de faire disparaître le certificat d'indigence. Alors on voit donc toutes les formules, tous les certificats administratifs, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable, et donc on était dans l'embarras un petit peu pour gérer ces situations. Je vous remercie. Merci. Donc je pense qu'on va donner d'abord la parole à M. Negri, puisqu'il est l'invité du Maroc, et puis passer Merci Monsieur le Président. En premier lieu, je tiens à remercier vivement les 2 orateurs pour leur excellente présentation. J'ai 2 petites questions pour M. Armando sur le système de couverture universelle en Brésil. 2 petites questions. Est-ce qu'il n'y a pas un abus dans l'utilisation des services de santé, vu l'universalité et que tout le citoyen a accès, bien sûr, gratuitement aux services de santé? Ma deuxième question, qu'en est-il de la pérennité du financement de ce système de santé? Et merci.